En avril 2003, Xavier Flactif, sa compagne Graziella Ortolano et leurs 3 enfants, Sarah, Laetitia et Grégory, disparaissent brutalement. Très vite, les rumeurs s'emballent, fuite, dettes, mafia, disparition volontaire. Avant même que l'on sache ce qui est arrivé à cette famille, Xavier Flactif est déjà soupçonné. Puis, peu à peu, le chalet commence à livrer autre chose, des traces, des absences, des détails qui ne collent pas. Et derrière ces disparitions, une autre histoire apparaît, une histoire d'envie, de rancune, de regard fixé trop longtemps sur la vie d'un autre. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'affaire Flactif, non pas seulement pour raconter un massacre, mais pour comprendre comment une haine peut se fabriquer, se nourrir, s'installer, jusqu'à ne plus laisser aucune place au réel. Bienvenue dans Clinique du crime. Aujourd'hui, l'affaire Flactif, quand l'envie devient massacre. Samedi 12 avril 2003, Mario, le fils aîné de Graziella Ortolano, arrive au Grand Bornand pour passer les vacances de Pâques auprès de sa mère, de Xavier Flactif, son beau-père, et de ses demi-frères et sœurs Sarah, Laetitia et Grégory. Mario a 14 ans, il arrive au chalet, personne ne répond. Les portes sont fermées, il frappe, il attend, rien. Il se rend alors au restaurant où la famille a ses habitudes. Là encore, personne. Le soir, un proche va à son tour jusqu'au chalet. La porte-fenêtre est ouverte. L'intérieur paraît rangé, étrangement rangé. Trop rangé pour une maison où vivent 3 enfants. Dès le départ, quelque chose sonne faux. Le réfrigérateur est plein. Des marmites sont encore posées sur la gazinière. Des ordinateurs sont visibles. Dans les chambres de Laetitia et Grégory, les draps et les couettes ont disparu. Une famille entière ne s'évapore pas ainsi, avec des repas prêts, avec un adolescent laissé dehors, avec une maison pleine mais vidée de ses habitants. Pourtant, l'hypothèse criminelle ne s'impose pas immédiatement. On cherche d'abord un accident. En effet, Xavier Flactif a la réputation de conduire vite, même sur les routes de montagne. Les gendarmes inspectent les ravins, les axes routiers, les abords du lac d'Annecy. Mais le 4x4 rouge reste introuvable. Alors, une autre hypothèse s'installe, la fuite. Xavier Flactif aurait-il organisé son départ? Aurait-il voulu échapper à ses dettes, à ses créanciers, à ses affaires troubles? Et c'est ici que l'affaire prend une dimension particulière. Parce que Xavier Flactif n'est pas seulement un homme qui disparaît, c'est déjà un homme dont on parle, il agace, il fascine, il dérange. Au Grand Bornand, il est visible. Il possède un grand chalet, il a une famille, des voitures, des projets, une manière d'occuper le monde qui attire les regards. Et dans une station de montagne, dans un territoire socialement très codé, cette visibilité compte. Xavier Flactif est noir, son père est tchadien, sa mère est guadeloupéenne, et il a été adopté enfant. Il devient promoteur immobilier, il réussit vite, très vite, trop vite diront certains. Xavier Flactif n'est pas seulement un promoteur contesté, il est un homme noir qui réussit, un propriétaire noir, un homme noir installé dans un lieu où sa réussite semble pour certains difficile à supporter. Il faut être précis. On ne peut pas réduire cette affaire au racisme, ce serait trop simple et trop court. Le crime se noue autour de l'argent, du logement, de l'envie, de l'humiliation, du ressentiment. Mais on ne peut pas non plus faire comme si la couleur de peau de Xavier Flactif n'avait aucun effet dans le regard porté sur lui. Dans certaines haines, le mépris social et le mépris racial se mélangent. Ils ne se disent pas toujours frontalement, ils travaillent en sous-sol, ils colorent la rumeur, ils durcissent le jugement, ils rendent certains soupçons plus faciles. Et puis, il y a autre chose. Xavier Flactif n'est pas une victime lisse, et il ne faut pas le lisser. Il traîne derrière lui une réputation d'homme d'affaires trouble. On parle de dettes, de promesses non tenues, d'artisans impayés, de clients mécontents, de montages immobiliers contestés. Il aime réussir, il aime montrer qu'il réussit. Il avance vite, il prend de la place. Donc il ne s'agit pas de dire que tout serait faux autour de lui,
Il y a bien une zone grise. Mais cette zone grise va produire un effet terrible. Elle va rendre sa disparition moins immédiatement inquiétante. Elle va ouvrir la porte à toutes les hypothèses de fuite de dettes, de mafia, de magouille. Comme si son passé suffisait à expliquer son absence. Comme si sa réputation pouvait remplacer l'enquête. Comme si un homme contesté devenait moins pleinement une victime. C'est là que la mécanique devient violente, parce qu'un homme peut avoir mené des affaires douteuses, laissé des dettes, été arrogant, imprudent, mal aimé et être assassiné. Xavier Flactif n'était pas un saint, mais il n'avait pas à l'être pour qu'on cherche ce qui lui était arrivé. Et surtout, il n'était pas seul. Avec lui disparaissent Graziella Ortolano, sa compagne, et ses 3 enfants, Sarah, Laetitia et Grégory. 3 enfants qui n'ont rien à voir avec les dettes, rien à voir avec les affaires, rien à voir avec les rancunes d'adultes. Et pourtant, dans les premiers temps, la rumeur absorbe tout. Elle murmure, il a dû fuir, il avait des dettes, il a monté son coup, il n'était pas clair. Peu à peu, l'homme disparu devient presque suspect de sa propre disparition. Cliniquement, ce moment est important. Dans certaines affaires, avant l'effacement physique, il existe déjà un effacement symbolique. On ne cherche plus seulement une famille disparue, on juge un homme, on recompose sa réputation, on transforme ces zones d'ombre en preuves imaginaires. Le soupçon prend la place de l'inquiétude. Puis les faits matériels commencent à parler. Lors d'une nouvelle inspection du chalet, les enquêteurs découvrent des traces brunâtres dans les rainures du parquet. Ils retrouvent des débris de verre, un fragment de dent, puis une douille de calibre 6,35. Le tissu mural de l'escalier a été arraché, de la moquette a été découpée dans une chambre d'enfant. La maison commence à raconter une autre histoire. Le Blue Star révèle des traces de sang nettoyé dans plusieurs pièces. Les experts comprennent alors que le chalet a été le théâtre d'une violence extrême, suivie d'un nettoyage méthodique. À partir de là, la disparition change de nature. Ce n'est plus l'histoire d'un promoteur parti refaire sa vie ailleurs, ce n'est plus une cavale, c'est probablement un massacre. Et pourtant, dehors, certains continuent à parler de Xavier Flactif comme s'il était encore coupable de quelque chose. C'est dans ce brouillard qu'une silhouette commence à se détacher. Un ancien locataire, un voisin, quelqu'un qui parle beaucoup, qui critique Xavier Flactif avec une violence particulière, qui semble suivre l'enquête d'un peu trop près. Cet homme s'appelle David Otia. Et pendant que les gendarmes s'affairent autour du chalet des Flactifs, David Otia observe à distance des jumelles braquées sur la scène. Il sait exactement ce qu'il cherche. Mais parfois dans une enquête, certains témoins ne se trahissent pas parce qu'ils avouent, ils se trahissent par la place qu'ils prennent. Et David Otia, justement, va prendre beaucoup de place. David Otia vient du Nord. Au début des années 2000, il descend au Grand Bornand, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes, avec sa femme Alexandra Lefebvre et leur enfant. Il vit de petits boulots, de combines, de vols, d'une débrouille déjà très limite. Sur place, le couple loue un logement à Xavier Flactif, promoteur immobilier local. Et c'est là que va se nouer une relation de dépendance, de rancune et d'envie. Au début de l'affaire, David Otia semble n'être qu'un voisin parmi tant d'autres. Il habite dans le secteur et connaît Xavier Flactif. Il est son locataire. Il parle de lui avec dureté. Mais dans la vallée, il n'est pas le seul à critiquer Flactif. Beaucoup lui reprochent d'avoir brassé trop d'argent trop vite. Beaucoup l'accusent d'avoir trompé des gens, d'avoir laissé des dettes, d'avoir étalé une réussite trop voyante. Au départ, Otia ne se distingue donc pas par la haine elle-même. Il se distingue par son intensité. Dans une foule qui murmure, il y a toujours quelqu'un qui parle plus fort. Dans une communauté qui soupçonne, il y a toujours quelqu'un qui semble savoir avant les autres. Otia ne se contente pas de dire « Flactif était malhonnête ». Il attaque, il dénigre, il insiste. Il parle de Xavier Flactif avec une sévérité particulière, presque intime. Et cliniquement, c'est un premier signe. Pas une preuve,
un signe, une position subjective. Quand une parole déborde autant, il faut écouter ce qui excède le simple jugement moral. La haine pure existe rarement. Elle transporte souvent autre chose avec elle, de l'envie, de la fascination, une dépendance obscure. Celui que l'on hait occupe une place énorme. On le critique, mais on le regarde. On le méprise, mais on le suit. On affirme qu'il ne vaut rien, tout en connaissant chaque détail de sa vie. Et Otia semble connaître beaucoup de détails. Trop peut-être. Dans un reportage, il accompagne les journalistes devant le chalet. Il décrit les lieux avec une précision troublante. La grande salle, le frigo américain, la gazinière, la grande table, les fauteuils en cuir, la télévision, les chambres. Écoutez ce passage. Toute la longueur, là, c'est toute la salle séjour, là. C'est-à-dire, je sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de Louis, je sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien, grand télé, grand écran. Bon, après, ça doit être l'escalier, en haut, c'est les chambres. Bon, j'ai jamais trop été traîné dans les chambres. Il ne parle pas comme un homme indifférent. Il parle comme quelqu'un qui a observé, comme quelqu'un qui a visité mentalement les lieux, comme quelqu'un qui intérieurement y est déjà entré. Et c'est là que René Girard, anthropologue, peut nous aider à comprendre ce qui se joue. Chez Girard, le désir n'est jamais totalement autonome. On ne désire pas seulement un objet parce qu'il nous manque. On le désire aussi parce qu'un autre semble le posséder, l'habiter, en jouir, en tirer une forme de puissance. C'est ce qu'il appelle le désir mimétique. Autrement dit ici, ce n'est pas seulement le chalet qui compte, c'est le chalet de Flactif, la réussite de Flactif, la place de Flactif. L'autre devient alors un modèle, puis un rival, puis un obstacle. On commence par regarder celui qui a, puis on l'envie, puis on le déteste, et peu à peu, on finit par croire qu'il l'empêche d'exister. C'est ce basculement qui est dangereux. L'envie ne porte plus seulement sur les biens matériels, elle porte sur l'être. Ce que Otia semble convoiter, ce n'est pas uniquement une maison, c'est une position dans le monde. Le chalet de Flactif devient alors plus qu'un chalet, il devient une insulte en bois, en pierre, en surface habitable. Une insulte avec un sous-sol immense, des fauteuils en cuir, une grande télévision, des véhicules, des chambres, une famille. Dans le psychisme de Otia, chaque élément semble répéter la même chose. Lui a tout, moi je n'ai rien. Lui habite, moi je suis déplacé. Lui est installé, moi je suis poussé dehors. Car il faut revenir au logement. Otia aurait reproché à Xavier Flactif de l'avoir baladé de logement en logement. Il aurait eu le sentiment d'être utilisé, déplacé, pressé de quitter certains appartements parce qu'ils pouvaient être loués plus cher à des vacanciers. Une fois, la veille de Noël, il aurait été sommé de partir, ce qu'il aurait vécu comme une humiliation catastrophique. Évidemment, ce ressenti ne justifie rien, mais il permet de voir comment la blessure s'est enquistée. Comme si on lui disait, tu n'as pas de place, tu n'as pas de valeur, tu peux être remplacé, tu peux être effacé. Le logement devient la preuve de son humiliation, le chalet devient le totem de son manque, Xavier Flactif devient l'homme à abattre, parce qu'il incarne une place que Otia ne parvient pas à atteindre. Et face à lui, Xavier Flactif incarne l'exact opposé, la place, la visibilité, la famille installée, la réussite, même contestée. C'est là que le ressentiment se forme. Le ressentiment, ce n'est pas une colère simple, c'est une colère qui reste en fermentation, une colère qui se raconte une histoire et qui finit par y croire. Cette histoire dit, je souffre à cause de lui, mon humiliation vient de lui, s'il disparaissait, ma vie reprendrait sa place. À partir de ce moment-là, l'autre cesse d'être seulement un rival, il devient la cause supposée de tout ce qui manque. Et lorsqu'un sujet localise toute sa blessure dans une seule personne, cette personne peut devenir supprimable. C'est là que la logique criminelle commence à se dessiner. Otia, lui, ne reste pas à distance. Pendant que les gendarmes travaillent au chalet, il les observe à la jumelle. Ce détail est immense, presque trop fort pour une fiction. Sauf que nous sommes dans le réel. Pourquoi observe-t-il? Par curiosité, par inquiétude, par besoin de contrôler ce que les enquêteurs découvrent?
par excitation, par fascination pour son propre acte. Le procureur compare ce comportement à celui que l'on retrouve parfois chez certains pyromanes. Ils mettent le feu, puis reviennent regarder l'incendie, parfois même aider à l'éteindre. Cette remarque est cliniquement précieuse. Le criminel peut revenir vers la scène parce qu'elle l'aimante. Elle contient son secret, sa peur, sa jouissance, la preuve de sa toute-puissance et le risque de sa chute. Il veut voir, il veut savoir, il veut mesurer l'avancée de la vérité. Dans certaines organisations psychiques, le passage à l'acte ne s'arrête pas au moment du crime. Il continue après, dans la surveillance, dans le mensonge, dans le commentaire, dans la mise en scène de soi comme témoin. Otien ne disparaît pas, il reste, il parle, il regarde, il accompagne même les journalistes. Et puis il parle, plus quelque chose se révèle. Sa parole ne sert pas seulement à expliquer, elle sert aussi à salir. Avec sa compagne Alexandra Lefebvre, cette parole de dénigrement continue, et c'est important de l'entendre, non pas parce qu'une parole prouve un crime, une parole ne suffit jamais à cela, mais parce qu'elle donne accès à un climat, à une façon de parler des victimes alors même que l'enquête criminelle s'impose. Alexandra Lefebvre a brièvement travaillé chez les Flactifs en tant que femme de ménage. Elle tient elle aussi des propos très violents contre Xavier. Dans cet extrait, écoutez surtout le ton, le soupçon, le mépris, cette manière de réduire Xavier Flactif à ses zones d'ombre. Je ne suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Hein, parce que c'est un con. Hein, déjà, il prend les gens pour des esclaves. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. On en entend des vertes et des pas mûres. Hein. On dit qu'il y aurait la mafia aussi qui lui serait tombée dessus parce qu'elle, c'est une Italienne. Donc peut-être il y aurait eu quelque chose avec la mafia. Après, on dit qu'il y a eu des passes de drogue, donc que ça a tourné mal, qu'il a dû partir. Après, on a dit que son père avait 20 boîtes de nuit en Belgique, donc que c'est lui qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se barrer. Tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire que... Et puis, Ouais, mais c'est des ronds. on entend des trucs, vous pouvez pas savoir. C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça, qui fassent du mal aux autres, parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Hein. Je veux dire que le chalet où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement le contenu, c'est la fonction de cette parole. Elle ne vient pas apaiser, elle ne vient pas dire attention, on ne sait pas. Elle semble au contraire prolonger le soupçon, l'entretenir, lui donner une forme de légitimité. Ici apparaît comme une autre dimension, le couple comme chambre d'écho. La haine ne reste plus enfermée dans un seul psychisme, elle circule, elle se confirme, elle grossit. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, dans cet acte, nous sommes encore au bord du gouffre. Nous voyons un homme qui prend trop de place dans l'enquête, un homme qui veut rester près de la scène. Et puis il y a cet épisode sidérant. Après la disparition des Flactifs, Otia se présente à des vacanciers comme le nouveau propriétaire du chalet. Il ne veut pas faire d'état des lieux, ce qui paraît étrange aux vacanciers, puis l'emménage dans l'appartement voisin. Là, quelque chose se dévoile brutalement. Il ne se comporte plus seulement comme quelqu'un qui convoite, il se comporte comme quelqu'un qui anticipe la possession, comme si psychiquement les Flactifs étaient déjà effacés, comme si leur absence ouvrait immédiatement une place, sa place. On retrouve ici la face la plus sombre du désir mimétique. Il ne s'agit plus seulement d'avoir ce que l'autre possède, il s'agit de le remplacer. Dans cette logique, le rival devient de trop. C'est une scène capitale parce qu'elle montre que le crime ne porte pas seulement sur des personnes, il porte aussi sur une substitution. Prendre la place de l'autre, s'installer là où l'autre vivait, faire comme si le monde pouvait continuer, même avec soi, au centre du décor. La convoitise ordinaire dit j'aimerais avoir ce qu'il a. Le ressentiment meurtrier dit ce qu'il a devrait me revenir. Et la logique d'effacement dit pour que j'existe, il faut qu'il disparaisse. C'est cette bascule qui nous intéresse.
Otia n'est pas simplement un homme pauvre face à un homme riche, ce serait trop court, presque paresseux. Ce qui le ronge est plus profond que ça, parce que ce que Otia paraît ne pas supporter, ce n'est pas seulement flactif, c'est flactif entouré, flactif père, flactif compagnon, flactif propriétaire, flactif dans sa maison, avec ses enfants, flactif comme image totale d'une réussite familiale, sociale, matérielle. Et c'est pour cela que cette affaire est si noire, parce qu'un homme seul n'est pas visé, c'est tout un tableau qui est attaqué, une scène de vie, une maison habitée, une famille entière. Et c'est peut-être l'un des points les plus inquiétants de cette affaire. Certains crimes ne naissent pas seulement dans la solitude d'un homme, ils naissent aussi dans un petit groupe qui se donne raison. Un groupe qui transforme une plainte en légende, une légende en certitude, une certitude en projet et un projet en massacre. À ce stade de l'affaire, David Otia n'est plus seulement un voisin qui observe. Il n'est plus seulement un ancien locataire humilié. Il n'est plus seulement un homme envieux de la réussite de Xavier Flactif. Il devient le centre d'un petit système. Autour de lui, il y a Alexandra Lefebvre, sa compagne. Et il y a aussi Stéphane et Isabelle Aremza, un couple venu du Nord comme lui. Ils l'ont rejoint au Grand Bornand. Ce détail compte, ils ne sont pas seulement des connaissances locales croisées au hasard, ils viennent du même ailleurs, du même arrière-plan social, de ce monde déplacé venu tenter sa chance dans une station où d'autres semblent déjà avoir leur place. Ce qui se dessine alors, c'est un cercle de paroles, un cercle de griefs, un cercle où la rancune circule sans rencontrer beaucoup de contradictions. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la dynamique du groupe. Comment une haine individuelle trouve des relais, comment une plainte se répète, comment une version des faits devient peu à peu une vérité privée. Et là, cliniquement, quelque chose se durcit. Un crime peut naître dans la tête d'un homme, mais il peut aussi se renforcer dans un petit groupe, dans une cuisine, dans une voiture, dans une conversation qui revient toujours au même endroit, dans une phrase répétée jusqu'à devenir une certitude. C'est là que le groupe devient dangereux, parce qu'un groupe peut contenir, amener au réel, mais il peut faire aussi exactement l'inverse, donner raison à la part la plus noire d'un sujet, transformer une obsession en projet. Parce qu'une haine solitaire peut encore rencontrer un obstacle, la peur, la honte, le doute, le sursaut intérieur, mais lorsqu'elle est validée par d'autres, elle change de statut. Elle cesse d'être une pensée honteuse, elle devient une hypothèse, puis une possibilité, puis une décision. C'est là que le ressentiment devient criminel. Dans certains crimes, l'argent est le mobile apparent, le logement est le mobile concret, la jalousie est le mobile visible. Mais sous ces mobiles, il y a parfois une blessure plus profonde, le fantasme de remplacement, être à la place de l'autre, non pas lui ressembler, non pas le dépasser, le supprimer pour occuper son espace. Et à partir de là, le réel commence à se déformer. Xavier Flactif n'est plus seulement Xavier Flactif, il devient le problème, l'injustice, il devient celui qui a tout pris, il devient celui qui empêche. Et quand un être humain est réduit à une fonction, il devient plus facile de l'attaquer. On ne voit plus une personne, on voit un obstacle. On ne voit plus une famille, on voit un monde à renverser. Et c'est ici que Mélanie Klein, psychanalyste, peut nous aider à penser ce qui se joue. Chez Mélanie Klein, l'envie destructrice ne consiste pas seulement à vouloir ce que l'autre possède. Elle va plus loin. Elle attaque ce qui paraît bon chez l'autre, ce qui paraît plein, ce qui paraît vivant, ce qui semble le nourrir, le soutenir, le rendre puissant. L'envieux ne souffre pas seulement de manquer, il souffre de voir l'autre rempli. Ce n'est plus seulement je veux ce que tu as, c'est ce que tu as me renvoie à mon propre vide. Ta maison me renvoie à mon absence de place. Ta famille me renvoie à mon sentiment d'exclusion. Ta réussite me renvoie à mon humiliation. Alors l'envie change de nature. Elle ne veut plus seulement posséder, elle veut abîmer ce qui chez l'autre paraît plein, vivant, installé. Dans cette logique, le bonheur de l'autre devient une provocation, sa maison devient une attaque, sa famille devient une image trop pleine, sa réussite devient une blessure ouverte. Et l'envie, au sens clénien, peut alors basculer vers une logique de destruction. Détruire l'objet envié, détruire ce qui nourrit l'autre,
détruire ce qui semble lui donner sa force. Dans l'affaire Flactif, cette lecture est glaçante, parce que ce qui est attaqué, ce n'est pas seulement un homme, c'est une totalité, une maison, une compagne, des enfants, une table, des chambres, des objets, une scène familiale, un monde habité. Comme si l'existence pleine de l'autre devait être vidée, saccagée, effacée. Et cette logique ne tombe pas du ciel le jour du crime. Elle s'est construite, répétée, solidifiée. C'est là que René Girard et Mélanie Klein se rejoignent. Avec Girard, l'autre devient rival parce qu'il possède ce que je désire. Avec Klein, l'autre devient insupportable parce qu'il possède quelque chose de bon, de vivant, de plein, que je ne supporte plus de voir en lui. Dans l'affaire Flactif, ces deux mouvements semblent s'additionner. Le rival possède, le rival habite, le rival réussit, le rival a une famille, le rival devient trop visible. Alors il faut l'abaisser, puis le faire taire, puis l'effacer. À partir de là, cette logique ne reste plus enfermée dans un seul psychisme. Elle passe de l'un à l'autre et s'installe entre eux. Alexandra Lefebvre n'est pas seulement une présence silencieuse à côté de David Otia, elle connaît les Flactifs, elle a travaillé brièvement chez eux, elle participe elle aussi au dénigrement. Stéphane et Isabelle Aremza, eux aussi, entrent dans cette mécanique. Ils ne sont pas seulement autour de Otia, ils sont avec lui. Et être avec, dans une dynamique de haine, ce n'est jamais neutre. Cela peut vouloir dire écouter, valider, se taire, suivre, et parfois, cela veut dire participer. Rien dans ce petit cercle ne semble vraiment faire limite. Rien ne semble ramener Xavier Flactif, Graziella et les enfants à leur humanité pleine. Et quand plus rien ne fait limite, la machine peut avancer. Et c'est souvent cela, la bascule. Et ce qui rend cette affaire encore plus glaçante, c'est ce qui se passe après les meurtres, après la violence, après les tirs, après la mort de Xavier Flactif, de Graziella Ortolano, de Sarah, de Laetitia et de Grégory. Ils reviennent tous les quatre. David Otia, Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabelle Aremza se rendent au chalet pour ranger, nettoyer, effacer les traces. Et dans ce mouvement d'effacement, ils volent aussi. Ils prennent des objets appartenant aux Flactifs, du matériel, des affaires personnelles, des morceaux de cette maison qui viennent de vider de ses habitants. Là, on touche quelque chose de profondément obscène. Ranger une maison après l'effacement du famille, c'est déjà terrible. Mais voler dans cette maison, c'est encore autre chose. C'est comme si le crime ouvrait un droit de prise, comme si une fois les Flactifs supprimés, leur monde devenait disponible. Parce que le crime ne s'arrête pas au meurtre. On nettoie, on efface, on récupère. La destruction se double d'une appropriation. Ce n'est plus seulement il faut qu'ils disparaissent, c'est aussi ce qui leur appartenait peut maintenant nous revenir. Et là, la clinique de l'envie devient presque littérale. L'objet envié n'est plus seulement regardé de loin, il est touché, pris, emporté. Ce qui appartenait aux morts passe dans les mains des vivants qui les ont détruits. C'est d'une froideur extrême. Comme si la famille n'avait jamais été là, comme si la place était libre, comme si l'effacement avait réussi. Et c'est peut-être cela qui rend ce crime si insoutenable. La haine dirigée contre un homme déborde sur tout ce qui l'entoure. Elle ne frappe pas seulement le rival, elle frappe son monde, elle frappe la compagne, elle frappe les enfants, elle frappe la scène familiale tout entière. Mais il faut maintenant entrer dans la tête de David Otia. Après son arrestation, il écrit à son père une phrase qui est peut-être le cœur clinique de toute l'affaire. Un coup de folie qui a duré des mois et des mois dans ma tête, du Flactif tous les jours. Du Flactif tous les jours. La formule est terrible parce qu'elle dit presque tout. Elle dit la rumination, l'obsession, elle dit la présence intérieure de l'autre. Xavier Flactif n'est plus seulement un voisin, un ancien propriétaire, un homme d'affaires contesté. Il devient une pensée fixe, un nom qui revient, une image qui s'impose, un poison mental. Et c'est là que la clinique devint intéressante. Dans le ressentiment, l'autre ne reste pas dehors, il entre dedans, il s'installe dans la tête du sujet, il prend de la place, parfois plus de place encore que dans la réalité. On le critique, on le déteste, on affirme qu'il est méprisable. Mais psychiquement,
Il occupe tout l'espace. C'est le paradoxe de la haine. Elle l'attache. David Ocha semble prisonnier de Flactif autant qu'il le déteste. Il ne pense plus seulement à lui comme un homme qui l'aurait humilié, il pense à lui comme à la cause de tout, la cause de son déclassement, la cause de sa colère, la cause de son sentiment d'injustice, la cause de son manque de place. C'est cela le danger du ressentiment. Il simplifie le monde jusqu'à le rendre meurtrier. Le sujet ne se demande plus mais qu'est-ce qui en moi souffre autant ? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, dans ma place, dans mon rapport aux autres, s'est effondré? Non. Il localise tout dans l'autre. Il dépose sa blessure sur une cible. Et quand l'autre devient la cause totale du malheur, sa disparition peut commencer à apparaître comme une solution. Une solution folle, évidemment. Une solution criminelle, mais pas forcément une solution psychotique. Ce point est important. Les experts psychiatres ne relèvent pas chez Otia de troubles psychiques majeurs. Il travaille, il vit en couple, il est père, il parle aux journalistes, il circule dans le monde social, il n'est pas hors réalité au sens psychiatrique du terme. Et c'est justement ce qui rend cette affaire plus inquiétante. On ne peut pas la ranger derrière l'explication rassurante. Il était fou. Non. Ce que l'on voit ici, c'est autre chose. Une logique folle dans un sujet qui peut fonctionner socialement. Une logique rigide, pauvre, fermée, où l'envie et l'humiliation tournent en boucle jusqu'à détruire toute nuance. Il ne s'agit pas d'un délire au sens strict. Il s'agit d'un enfermement psychique. Une idée revient, puis revient encore, puis elle redevient familière, puis elle devient légitime, puis elle devient presque nécessaire. Du flactif tous les jours. Cette phrase montre que le crime n'arrive pas comme un éclair. Il est préparé intérieurement, il est ruminé, il est répété mentalement. Avant le passage à l'acte, il y a déjà une scène interne, une scène où Flactif prend trop de place, une scène où David Otia se sent écrasé, humilié, remplacé, une scène où l'autre devient insupportable simplement parce qu'il existe. Et cette haine ne vise pas seulement Xavier Flactif. C'est là que l'affaire bascule dans quelque chose de beaucoup plus noir. Car si Xavier Flactif est la cible centrale, sa famille entière va être absorbée dans la logique d'effacement. Les enfants ne sont pas responsables des dettes, ni des conflits, ni des humiliations, ni des rivalités entre adultes. Ils ne sont responsables de rien. Et pourtant, ils sont inclus dans le massacre. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du monde flactif. Ils sont la maison vivante, ils sont la famille, ils sont la continuité, ils sont la preuve que cet homme n'a pas seulement une réussite matérielle, mais une inscription dans le monde. Tuer les enfants, c'est franchir un seuil d'horreur absolue. Ce n'est plus seulement supprimer un rival, c'est attaquer tout ce qui prolonge son existence, tout ce qui porte son nom, sa trace, sa place, son avenir. Dans cette logique, il ne suffit plus que Xavier Flactif disparaisse. Il faut que son monde disparaisse avec lui. La maison doit être vidée, les traces doivent être nettoyées, les corps doivent être brûlés, les objets peuvent être pris, les rumeurs peuvent continuer. Comme si l'effacement devait être total. Et c'est peut-être ça le point le plus clinique et le plus glaçant de l'affaire. Otia ne semble pas seulement vouloir tuer, il semble vouloir produire du vide, faire disparaître une famille comme si elle n'avait jamais occupé cette place. Les données de l'enquête racontent que les 3 enfants seraient rentrés de l'école aux alentours de 17 heures. Les éléments matériels et la chronologie reconstruite indiquent qu'ils auraient pu être tués avant le retour de leur mère, puis de Xavier Flactif. Mais si cette chronologie se confirme, alors les enfants ne sont pas seulement des témoins supprimés dans la panique. Ils sont inclus d'emblée dans la mécanique d'anéantissement. Et là, la question devient vertigineuse. Qu'est-ce qu'un homme doit avoir construit intérieurement pour que 3 enfants deviennent eux aussi des obstacles? La réponse est froide. Il ne les voit pas comme des enfants, il les voit comme des morceaux du monde flactif. Et quand on ne voit plus des êtres humains, mais seulement des extensions de l'ennemi, le crime peut devenir total. Des fragments calcinés, des lambeaux de vêtements,
Une branche de lunettes appartenant à Sarah sera retrouvée sur le lieu de crémation. Voilà tout ce qui reste d'une famille. Lorsqu'il est arrêté en septembre 2003, Otia cède très vite. Moins de 30 minutes après le début de l'interrogatoire, il pleure. Il dit vouloir soulager sa conscience. Il avoue avoir tué les 5 membres de la famille Flactif. Mais avouer un crime, c'est autre chose que se reconnaître comme sujet de cet acte. Dans sa première version, Otia dit être venu au chalet pour régler un problème de logement. Un coup serait parti accidentellement avec Xavier. Il aurait tué les autres pour supprimer les témoins. Son aveu reconnaît l'acte mais modifie la structure. Il efface la préméditation, la logique d'anéantissement. Il fabrique un récit où l'horreur devient conséquence, alors que l'enquête suggère qu'elle était présente dès le départ. La scène de crime contredit cette simplification, les projections de sang, les éclats de dents, la violence sur les enfants, la chronologie reconstruite. Tout indique quelque chose de bien plus préparé, de bien plus froid. 1 mois plus tard, nouveau récit. 2 hommes auraient fait éruption dans le chalet, l'auraient assommé, auraient tué la famille, puis l'auraient forcé à participer à la crémation. Même son avocat reconnaîtra que personne n'y a cru à la cour d'assises. Mais cliniquement, ce récit fait une chose très précise. Il déplace l'auteur. Les hommes cagoulés deviennent porteurs de l'acte. J'étais là, mais ce n'était pas moi. J'ai vu, mais je n'ai pas fait. J'ai participé après, mais je ne suis pas l'origine. Se reconnaître auteur d'une telle violence, c'est devoir habiter une image de soi insoutenable, impossible à tenir. Il y a des actes qui menacent l'identité même du sujet, non parce qu'ils le rendent innocent, mais parce qu'ils rendent impossible le maintien d'une image minimale de soi. Au procès, la division apparaît dans une phrase étrange. Ce n'est pas que je ne veux pas vous en dire plus, c'est la personne qui est en moi qui ne peut pas vous en dire plus. Une phrase de clivage, il y aurait lui et la personne en lui. L'auteur de l'acte logé quelque part, mais séparé du moi présent qui parle. Je n'ai pas pu faire ça, donc je ne l'ai pas fait. Le sujet ne supporte pas la représentation de son acte. Il invente d'autres porteurs. Le déni devient une tentative de survie psychique, mais il ne sauve rien, rien pour les victimes, rien pour la vérité, rien pour Otia lui-même. Face à ce déni, il y a les familles. Les parents de Xavier Flactif évoquent la douleur de découvrir ce qui a été fait aux enfants. Ils regrettent que la qualification d'acte de barbarie n'ait pas été reconnue, alors que la violence exercée sur les enfants était extrême. 3 enfants, une mère, un père, une famille entière. Ils étaient une famille avec leur quotidien, leurs vacances de Pâques, leurs enfants qui rentrent de l'école, leur vie ordinaire au milieu d'une maison que d'autres regardaient comme un symbole. Mais il y a une chose que David Otia n'a pas réussi à effacer, les noms. Xavier Flactif, Graziella Ortolano, Sarah, Laetitia, Grégory. Il faut les redire parce que dans les crimes d'effacement, nommer les victimes est déjà une manière de résister à la logique du meurtrier. Et il y a aussi Mario, l'enfant qui arrive au chalet, qui frappe, qui attend, qui comprend que quelque chose ne va pas, celui qui survivra, celui qui pourra dire face au box « Vous n'avez pas eu tout le monde ». Cette phrase vient trouer la logique d'extermination. Il reste quelqu'un, il reste une mémoire, il reste une parole. David Otia est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Il pourra demander sa liberté conditionnelle en 2026. Stéphane Aremza est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Alexandra Lefebvre à 10 ans de prison et Isabelle Aremza à 7 ans. Ils ont eux aussi été condamnés pour leur participation à l'effacement des traces et à l'après-crime. Mais aucune peine, même lourde, ne répare ce qui a été détruit. Mais elle vient tracer une frontière devant ceux qui ont voulu tout abolir. Tuer, effacer,
brûler, voler, faire comme si une famille entière pouvait disparaître sans laisser de traces. Et au bout de cette affaire, il reste cette image glaçante. Un homme à distance, immobile, qui regarde à la jumelle la maison qu'il a voulu vider de ses vivants. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner au podcast, le partager autour de vous et laisser quelques étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode.